Bonjour et bienvenue au livre audio de la fille du bureau live, écrit par José Ouimet et lu par Hugo Bertium et Philippe Blais-Sanson. Chapitre 10, La promesse. Après avoir troqué les vêtements du serviteur contre ses habits personnels, oh, c'est chaud, Charlotte quitte les abords de la résidence du gouverneur. Elle descend allègrement la côte de la montagne, dévale l'escalier casse-cou avant d'emprunter la rue sous le fort, un chemin de pied, d'à peine une lieue à demi de largeur, mais qui évite un trop long détour. Lorsqu'elle arrive devant la maison du sieur Louis Joliette, derrière laquelle se profile le château Saint-Louis et dont les tourelles pointent dans le firmament que la nuit a envahi, Charlotte sourit contente que justice a été rendue contre l'un de ses hommes, profite de la soumission des filles de ce pays. Il y en a eu pour son appétit, le goujat. La jeune femme pouffe de rire et au souvenir du regard outré que le gentilhomme a posé sur elle avant qu'elle ne déguerpisse. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Conclut-elle dans un soupir. La tête toujours levée vers le ciel, Charlotte contemple un instant la multitude d'étoiles qui brillent. Elle se sent bien, heureuse surtout d'avoir donné libre cours à sa fougue naturelle, à sa ferveur de vivre, mais davantage à sa liberté. Pour une fois, Pour une fois, ah, c'est toi. hey, ouais, c'est moi ça. C'est Pour une beau. fois, j'ai pu être quelqu'un d'autre. Un immense sentiment de béatitude l'envahit et la jeune femme se laisse caresser par la brise de cette nuit qu'elle juge désormais inoubliable. Des rires et des pas furtifs la mettent soudain sur un pied d'alerte. Les Ah, coureurs de nuit. c'est moi ça. Les Ah, coureurs de nuit, j'espère ne pas le rencontrer à cette heure. Ils préparent leur tour, c'est certain. attends, je suis rendu où, là? Oh my god, Philippe. J'espère, j'espère ne pas les rencontrer à cette heure. Ils préparent les tours, c'est certain, chuchote-t-elle inquiète. Charlotte sait qu'avec ses nuits chaudes, l'été ramène les joueurs de tours et mauvais plaisantins, qui font la voie publique leur royaume. Leur mauvais tour ne se résume pas à quelques calambres d'aine ou gestes anodins. Oh que non, ces fins renards mettent un point d'honneur à inventer des facéties de haut calibre, de telle manière que bon nombre de ces actions font désormais partie d'une sorte de concours que se livrent les bandes de joyeux lurons, Il faut que je ne se passe. disaient certains banalisant ainsi leur larcin. Malheureusement, la maison du bourreau et ses habitants avaient souvent été la proie de leur farce. Charlotte Cha- se rappelle la... Non, c'est moi ça. ouais? Charlotte se rappelle la colère de son père quand il avait découvert le banc de bois qu'il avait installé près de la porte de la maison démolie par les contrevenants. Et que dire de la rage des marchands de la place du marché à la vue de leur étal en ruine. Marie avait même surpris une bande de ces voyous en train de subtiliser une échelle sur un toit pour aller s'emparer d'un vase de fleurs ornant une fenêtre de la maison voisine. Ils avaient continué la tête Ils avaient continué la fête en mettant une charrette de travers sur la voie publique et avaient osé pousser des cris et des hurlements effroyables en donnant des coups de pied dans les portes des maisons des bourgeois. Et ce qui avait davantage déchiré l'ire de ses parents, c'était quand, en quittant la maison, Jean était tombé dans un trou que les vilains avaient creusé juste devant la porte, ou d'ailleurs qu'il avait eu soin de remplir d'immondices de toutes sortes. La jeune femme ne put s'empêcher de sourire au souvenir du visage cramoisi de son père lorsque ce dernier était rentré dans la maison afin de nettoyer ses habits. C'est vaut rien si je leur mets un jour la main au collet. Je te le jure qu'ils vont se souvenir de moi. Avait-il hurlé. Vert de rage, Marie avait fait claquer sa langue avant de rétorquer d'un air dépité. La justice à deux mains, une drôle vindicative pour les gens pauvres, les marginaux et les exclus, et une gauche tolérante pour les bien nantis. Il faut bien adopter un règlement pour punir ces gaillards. Sinon, nous n'en viendrons jamais à bout. Avait conclu Jean. Charlotte évite de longer les murs et préfère marcher au milieu de la rue.
Ainsi, elle est certaine de ne pas se faire surprendre par les drilles qui se cachent peut-être dans un coin sombre. Et puis, quelqu'un qui pourrait aussi lancer des os de quelques pots de chambre, murmure-t-elle tout bas. Tabarnak de fil, tu peux être plus vite que ça, là, come on. Et puis, quelqu'un pourrait aussi lancer des os. Non. La jeune femme redouble de vigilance. Elle lève la tête vers les fenêtres de l'étage avant de reporter son attention sur le dénivelé du chemin de terre. Elle s'éloigne rapidement vers la rue du cul-de-sac ou la taverne du pharaon à Pignon. Sur rue et où elle est convaincue de trouver son père, au hasard de sa course, elle passe devant une maison de Pierre Deschamps. Un couple d'amoureux assis sur un banc à côté de la porte d'entrée, bras dessus, bras dessous, converse à mi-voix. Elle fait encore quelques pas devant quand quelqu'un l'interpelle. Charlotte? Non, ça c'est toi. Tabarnak de fil. Charlotte? Maman? D'où viens-tu cette heure? Je te croyais au logis. Que fais-tu ici? Toi-même? Riposte à la jeune femme sur la défensive. Elle aperçoit soudain, se tenant quelques pas derrière, Marie, un jeune soldat qu'elle reconnaîtrait entre mille. Content Content. de te revoir. Bon. Content de te revoir. Usure martiale ironique. La rage qui l'habite l'a fait trembler. Oh, tabarnak. C'est à toi. La rage qui l'habite la fait trembler de la tête aux pieds comme un arbre sous la cognée. Que fais-tu en compagnie de ce mufle? Siffle Charlotte sur ses gardes, prête à déguerpir au moindre mouvement suspect de Martial. Il m'a rendu un fier service et je lui ai payé un pot de bière pour le remercier. Un service! Vraiment! Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne pense rien. Je sais. Tu ne sais rien non plus. Alors, ne te mêle pas de... Attends. Alors, ne te mêle pas de nos affaires. Reprend sa mère autoritaire. Marie se tourne vers le soldat Martial, Le marché tient toujours. demande celui-ci en replaçant son tricorne sur sa tête. Je n'ai qu'une parole, tu sauras. Réplique la femme du bourreau sur un ton offensé. Dans ce cas, je serai chez toi dans une demi-heure, tout au plus. Le soldat prend congé, non sans avoir décoché une œillade significative à Charlotte. Que fais-tu avec ce vaurien? S'exclame aussitôt la jeune femme outrée. De quel marché est-il question? J'espère que tu ne vas pas nous mettre dans l'embarras avec tes manigances. Arrête de crier de la sorte. Tu ne sais pas qu'est-ce que je prépare. Marie prend congé de sa fille et se dirige vers la rue Notre-Dame, menant à la place royale. Charlotte la rejoint en courant, l'attrape sans ménagement par le coude, l'obligeant ainsi à s'immobiliser et à lui faire face. Quel plan diabolique, mijotes-tu? Le diable... J'étais dans le diable n'a rien à faire dans tout ça. Marie hésite un moment, fixe sa fille d'un air perplexe avant de dire Si tu insistes pour être dans la confidence... tout près, un éclat de rire les fait sursauter. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Je t'expliquerai demain matin. Pour ce soir, tout ce que je te demande, c'est de me jurer que tu garderas le secret. C'est à toi. Philippe? Non. Quel secret, t'as oublié ça? Comment veux-tu que je te Non, jure? non, c'est de jurer que tu garderas le secret. Termine sa mère. Non, mais une phrase Suis, après ça. Philippe, man. Come on, suis! Gros, je te le jure, il y a une phrase après ça. Quel secret? Ouais, je le sais, mais c'est à toi de dire termine sa mère. Oh, il termine sa mère. Quel... Quel secret? Comment veux-tu que je jure alors que je ne sais pas ce que tu mijotes? Rien de grave, je te l'assure. Je ne veux pas que venger ta sœur. N'importe quelle mère ferait de même. Quand on aime ses enfants comme je vous aime, on est prêt à tout, crois-moi.
même à s'acoquiner avec les pires vauriens. Martial était là quand ta sœur Marguerite est arrêtée. Dis plutôt qu'il était avec elle. L'inter... Philippe? L'interrompt Charlotte. Peu importe. Si j'ai choisi de lui faire confiance, c'est qu'il m'a avoué avoir beaucoup d'affection pour Marguerite. Je n'y crois pas. Il m'a aussi affirmé avoir eu maille à partir avec son supérieur. Alors, lui aussi désire se venger de ces mégères qui nous empoisonnent l'existence. Continue Marie sans se préoccuper du regard torve que lui jette sa fille cadette. Je ne crois pas que la vengeance soit la meilleure des solutions. En baissant la tête. Termine Charlotte en baissant la tête. Tabarnak, faut vraiment que tu sois plus vite, man. Je te demande de me faire confiance pour une fois. Tabarnak, Phil, come on, là. Du moins jusqu'à ce que je juge bon. Quoi? Non. On est où, là? Je te demande de me faire confiance pour une fois. L'implore sa mère. Le timbre Tabarnak. suppliant de Marie touche Charlotte plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Malgré tout, elle hésite. Toi, c'est où? Prudence. Râle la petite voix suspicieuse. Je te demande de rien dire, du moins jusqu'à ce que je juge bon de le délivrer de ta promesse. Et aussi que Marguerite soit en sécurité dans la maison. Elle n'y restera pas très très longtemps, si tu veux mon avis. Ironie s'échappe. Je verrai à ce qu'elle fasse. Plus de bêtises. Sa mère sur une note qui laisse présager qu'elle se change de brancher. Regarde. Tabarnak, Phil, ton micro. Seconde, Charlotte Ton micro il est buggé, Phil. Je sais pas c'est quoi là. je recours. Ok, on reparle. Ça marche-tu? Ouais. Après quelques secondes, Charlotte acquiesce. C'est toi. Merci. Sans plus tarder, Marie quitte la rue Notre-Dame en direction de la taverne où son mari, en compagnie de quelques camarades du même acabit, boit un bon coup. Intriguée et inquiète à la fois, Charlotte la suit sans plus rouspéter. Elle s'arrête à la porte de l'établissement, dans lequel sa mère, après avoir repéré Jean, s'engouffre aussitôt. Demeurée seule, Charlotte fait le pied de grue en observant du coin de l'œil les hommes et les femmes attablés devant des pots de vin ou des chopes de bière. Ici, rien n'est comparable à ce qu'elle a vu au banquet du château. Pas de bijoux clinquants, pas de vêtements de soie ou de pourpons de brocart, pas de vin cher, de mets gastronomiques ou de décors somptueux, rien que des gens du petit peuple qui, pour égayer ou enrichir leur art de tous les jours, y accrochent des rubans ou une fleur des champs. Cependant, les rires et les chansons qui s'élèvent de la foule sont plus joyeux que la musique des viols et des violons. La fumée qui s'y niche habille les murs de plus riche texture que les velours et des rideaux ou les boiseries des chambres des bourgeois. Ces mondes sont tellement différents l'un de l'autre. Murmure-t-elle. Le Le visage de Daniel s'impose soudain à son esprit, suivi de celui du gentilhomme arrosé. Réprimant un fou rire, Charlotte presse une main sur sa bouche quand Marie surgit à ses côtés. Viens vite. Nous n'avons pas une minute à perdre avant que ton père revienne au logis. Lui dit-elle en la précédant sur la grande allée. Chapitre 11. Le complot. Depuis leur retour à la maison, Marie fait les 100 pas dans la cuisine. Il devrait être là depuis plus de 15 minutes. Fait-elle exaspérée. Je t'avais dit pourtant qu'il ne fallait pas faire confiance à des voyous qui... Descendant la rue comme une traînée de vent mauvais, des bruits et des chuchotements leur parviennent, faisant mourir la réplique acerbe sur les lèvres de la jeune femme. Marie court ouvrir la porte aux visiteurs nocturnes. Vous voilà enfin. Allez porter les chaudrons sous les combles là-haut. Ne faites pas trop de bruit. Les dents serrées,
Charlotte reconnaît les vilains qui l'ont abordé sur le chemin des remparts. Qu'est-ce que c'est ces chaudrons? Hurle. Hurle-t-elle, les joues en feu. Chut, tais-toi donc! Tu vas alerter tous les voisins! La rabroue sa mère devant les militaires. Ok, fait Alex envoie une vidéo, faut juste que je le regarde en live, pareil. Là. Pourquoi t'as envoyé ça à Alex? Ok, on va retourner au livre. Attends, c'est quoi? Oh, c'est n'importe quoi. C'est juste un petit gars qui chante, là. Ah. Ok, Phil, continue, page 136, là. Charlotte croise les bras sous sa poitrine et piétine sur place. Elle voudrait pouvoir jeter à la rue ces oiseaux de mauvais augure et surtout ne plus jamais les revoir. Elle reporte son attention sur les deux chaudrons de fonte que les sbires déposent au pied de l'escalier qui monte vers le grenier. D'où viennent ces chaudrons? Non, d'où viennent ces chaudrons? Reprend Charlotte en les pointant. C'est un cadeau. Répond aussitôt sa mère. Un cadeau? Répète Charlotte perplexe. Ah, et puis va dans ta chambre. Lui ordonne Marie. Tu nous embêtes avec tes questions. Sans plus prêter attention à sa fille, Marie se tourne vers les soldats et les presse de monter leur butin à l'étage. Ceux-ci obtempèrent en souriant. Charlotte les entend murmurer des insanités au sujet des veuves, ces vieilles pies, qui seront bien maries de ne pas trouver leur chaudron à leur réveil. Charlotte lorgne sa mère qui talonne les militaires. Dans quel pétrin va-t-elle nous mettre? Murmure-t-elle dépitée. Et papa, qui ne sait rien? Charlotte file dans sa chambre et va se réfugier, encore tout habillée, sous les couvertures de son lit, qu'elle remonte vivement jusqu'à son manteau. Bien résolue à oublier toute cette affaire dans les vapeurs d'un sommeil bien mérité. Cependant, les pas dans l'escalier la ramènent à la réalité qui oserait venir chercher Qui ses oserait chaudrons. venir chercher ces chaudrons dans la maison même du bourreau? Ricane Martial. Votre mari est un officier de la justice après tout. Renchérit un des comparses, Vous êtes hors de tout soupçon, c'est assuré. Mais si on venait à les trouver, je ne suis pas dans le coup. Je leur dirais que vous avez demandé de garder les chaudrons achetés chez le père Magloire. termine Martial, visiblement impatient de quitter son hôtesse et complice. D'accord, chez le père Magloire. Répète Marie, et que les Et que je les retenait. retenais en attendant que vous trouviez un logis pour votre sœur qui arrivera par le prochain navire venant de France. C'est ça, approuve Martial. Oh. Dit approuve Martial. Approuve Martial. Bien. Il est temps de partir maintenant. Les avise Marie en marchant vers la porte. Elle s'y encadre un moment et vérifie si la rue est déserte avant d'inviter les soldats à s'y faufiler. Attendez un moment, j'ai un gros morceau de mort pogné dans la gorge, là. Ah. Vous pouvez partir. La voie est libre. Les trois lascars quittent la maison en marmonnant des saluts inintelligibles. Marie referme la porte, non sans avoir vérifié une seconde fois si personne ne les a vus sortir de la maison. Elle se rend ensuite au chevet de sa fille, qui remonte un peu plus la couverture sur sa figure, faisant ainsi comprendre à sa mère qu'elle dédaigne de lui parler. N'oublie pas ta promesse, Lui rappelle Marie. Hmm. Ne boude pas. J'ai fait cela pour notre bien, tu dois me croire.
Ce que je crois, c'est que tu vas nous mettre dans l'embarras en t'acoquinant avec ce vaurien. Grogne Charlotte sans abaisser les couvertures. Ces garçons me sont d'une grande aide sans eux. Sans eux, Marguerite ne serait pas en prison. Interrompt Charlotte qui, cette fois, dévoile son visage et se redresse sur ses avant-bras. Ne sois pas sotte. Si ta sœur est en fâcheuse position, c'est davantage à cause des veuves, Gordeau et Pèlerin qui nous détestent au point de vouloir briser notre famille. Le complot dont est la complice muette se définit clairement dans le cerveau de Charlotte. Elle fixe sa mère un long moment avant de s'asseoir au beau milieu de sa couche, horrifiée. Euh, Ces chaudrons leur appartiennent, n'est-ce pas? Tu les as volés. Je n'ai rien volé du tout. Alors que font ces chaudrons ici? Je les garde en attendant que ces voyous les revendent. S'exclame Charlotte, qui est désormais sur ses pieds et fait face à sa mère. C'est du recel pur et simple ce que tu viens de faire. Cesse de crier, tu as ameuté le voisinage. Lui ordonne sa mère à lever le bras prêt à la frapper. Clair que pour sauver leur peau, ces soldats n'hésiteront pas une seconde à te mettre ce larcin sur le dos. Je les connais mieux que toi, et je sais qu'ils n'ont aucun honneur. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre les met toutes deux sur un pied d'alerte. Le raclement de gorge habituel de Jean les rassure et les effraie à la fois. Voilà, Jean. Souffle Marie en signifiant à sa fille de ne pas faire de bruit. Je vais tout lui avouer de ce pas. C'est encore à toi. Non, laisse tomber, Charlotte. Laisse tomber Charlotte que l'arrivée inopinée de son père sort de l'embarras. Tu n'iras pas. La défie sa mère en plaçant en travers de son chemin. En se plaçant en travers de son chemin. Pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que tu me l'as promis. Je retire ma promesse. Je ne l'ai faite que pour me soustraire. Désolé. Calice, go. Écoute, c'est en live. On divertit notre audience. Mais moi j'ai envie de vomir. Oh. Je retire ma promesse. Je ne l'ai faite que pour me soustraire à tes représailles. Mais je sais désormais qu'elles ne seront rien en comparaison de celles qui nous attendent si nous sommes coupables de recel et surtout complices du vol des chaudrons. Puisque je te dis que personne n'en saura rien, moi je sais, et c'est suffisant. Tu te crois meilleur que moi et que ta sœur, peut-être? Et si je dis que tu es ma complice, qui croira-t-on? Dis-moi. Je me défendrai contre quiconque attentera ma réputation. Et quel alibi auras-tu pour prouver que tu n'étais pas avec moi ce soir, rue du cul-de-sac? Ou diras-tu avoir passé la soirée? Dis-le moi vite, pour qu'à mon tour, je te crois. Jérémy écrit Hugo meurt live. Ok, ton Phil. L'argument de taille, mais surtout l'impasse qui se dessine devant elle, laisse Charlotte sans voix. Si pour se défendre, elle doit avouer s'être déguisée et avoir pris la place d'un domestique pour se faufiler dans les cuisines du château Saint-Louis, son compte est bon. Qui plus est, on démasquera le jeune homme qui a renversé le plateau sur le sieur de Montreuil. Charlotte songe soudain que Daniel pourrait se voir impliqué dans cette histoire et perdre son emploi d'apprenti à cause d'elle. Il ne me le pardonnerait jamais. Se dit-elle. Une lassitude profonde terrasse Charlotte qui retourne près de sa couche et s'y laisse choir. Je sais pas quoi. On m'en fout. Je suis trop fatigué pour ça. Alors, que décides-tu? Es-tu avec ou contre moi? Insiste sa mère. Charlotte inspire profondément. Sous ses tempes, un roulement de tambour s'intensifie
tandis que son cœur se serre à l'idée de subir le courroux de celui en qui Attends, elle est Phil, son ton micro il espoir. bug encore, là. Ah, esti. Pourquoi ça bug de Ok, même, Phil? Tu le sais-tu? je le sais-tu, moi. Ok, Ah, là, shit. c'est correct, c'est correct. Euh, le courroux de celui en qui elle met son espoir d'accéder à une vie meilleure. Que dirait-il de moi, Sylvia, à savoir que j'ai accepté ce pacte odieux? Songe-t-elle désespérée. Je ne dirai rien. Crache enfin Charlotte en cachant ses larmes derrière la couverture qu'elle a remontée jusqu'à ses yeux. À la bonne heure, je savais que je pourrais compter sur toi. Conclut sa mère en quittant la chambre en vitesse. Demeurez... Phil, je t'enlève. Demeurée seule, Charlotte fond en larmes, non sans avoir juré contre sa sœur Marguerite et ce Martial, les deux véritables responsables de son malheur. Chapitre 12. Attends, c'est jusqu'à quel Prise. chapitre qu'on doit faire? Chapitre 12, en plus, c'est plus un nombre de pages, là. 14 Jusqu'à pages. 149. 14 pages. Ça veut dire 16... Je te dirais autour de 20-ish minutes. Ok? Est-ce que c'est encore là? De quoi Non. Esteban est encore là? Je suis tanné. Moi aussi. On fait juste terminer ça là, là. C'est 20 minutes big. On clenche ça là. Tu prends pas de temps pour me répondre après là. Ok, commence. Prise au piège. Des coups redoublés sur la porte de la maison font se redresser Charlotte dans un sursaut. La nuit tourmentée qu'elle a passée la laisse fatiguée et désespérée. Le branle-bas de combat dans la cuisine, ajouté aux jurons de son père et aux cris de sa mère, ne lui dit rien qui vaille. La jeune femme délaisse sa couche et se rend près de la porte de sa chambre, car celle-ci s'ouvre à toute volée. Un archer de la maréchaussée, baïonnette au canon, s'y encadre aussitôt. Mademoiselle Charlotte Ratier. Tonne-t-il. C'est moi? Voyez-vous vêtir et me suivre de ce pas. Pourquoi donc? Oui, votre mère est soupçonnée de recel de chaudron volé à la maison des veuves Goudreau et Pellerin, dit Saint-Amand. Mais je obéissez immédiatement. Ordonne le garde sur un ton sans réplique. Charlotte obtempère sans plus un mot. Le souffle court et la tête en feu. La jeune femme attrape sa jupe qu'elle enfile d'une main tremblante. Des larmes gonflent ses paupières et elle retient avec peine les sanglots qui oppressent sa poitrine. À travers le brouillard de larmes, elle aperçoit son père debout derrière le soldat. Attends, désolé. Laisse-la au moins finir de s'habiller convenablement. Elle ne s'envolera pas par la fenêtre. Je me charge de l'amener dans la cuisine. Dit-il au garde qui quitte aussitôt sa faction devant la porte. Demeurés seuls, le père et la fille s'observent un moment en silence, puis terrorisée et tremblante, Charlotte se rue sur Jean, puis lui ouvre les bras et la serre sur sa large poitrine. Oh papa, que va-t-il m'arriver? Calme-toi, il y a une énorme erreur. Non, L'interrompt sa fille. Ce n'est ce pas une n'est pas erreur. une erreur. J'étais présente quand ces soldats de malheur ont apporté les chaudrons et ils les ont cachés dans les combats, dans les combles hier soir. Je n'ai rien dit parce que j'avais promis à maman de ne rien dire. À cet aveu, Jean Ratier se détache de sa fille et marche vers la fenêtre en massant sa tempe droite du bout de son index. Elle a dormi son plan d'exécution. Murmure-t-il pour lui-même. Tu étais au courant? Non, bien sûr. Je savais cependant que ta mère mijotait quelque chose. Jamais je n'aurais cru qu'elle irait jusqu'à se commettre, et surtout à t'entraîner dans sa folie. J'aurais dû me méfier. Que va-t-on faire maintenant?
Jean hésite, se gratte le menton avant de se rapprocher de sa fille cadette. Je ne sais pas encore, mais je trouverai bien moyen. Fais-moi confiance. Maintenant, dépêche-toi. Les archives vont s'impatienter. Le bourreau prend congé de sa fille qui s'habille en vitesse avant de quitter la chambre à son tour. Dans la cuisine, Charlotte aperçoit sa mère assise près de la table, le visage entre ses mains. Ses frères, comme d'habitude, ont passé la nuit dehors. J'espère qu'elle est morte de honte. Grince la voix remplie de rancune. Et moi, je prie que la honte ne me tue pas non plus. Songe la fille du bourreau. En obéissant à l'ordre muet du garde qui leur fait signe de le suivre, le cortège composé de Charlotte, Marie, Jean et les deux archers quitte le logis et remonte lentement le chemin de la grande allée en direction de la maison de l'intendant où les deux femmes seront emprisonnées comme de vulgaires criminels en attendant leur procès. Honteuse de faire partie de ce groupe, Charlotte garde les yeux fixés sur le bout de ses chaussures dans le sable du chemin par Philippe, ton le micro est cuir. bug. Attends, réessaye. Réessaye. Phil, réessaye. Là, Ouais, ça marche. j'ai tout débranché. Ok, Robin Hugues Tatel. Honteuse de faire partie de ce groupe. Non, je suis pas là. Dont le sable du chemin polit le cuir. Elle sent plus qu'elle ne les voit les regards des voisins qui se massent aux fenêtres des maisons. À ses oreilles bourdonnent leurs gloussements ininterrompus, leur rire gras et leur sarcasme mordant à la vue de la femme et de la fille du bourreau amenée sous bonne garde. Et surtout sous les yeux du bourreau lui-même à la prison de Québec. Le cœur de Charlotte se serre à la pensée que cette sale affaire va assurément compromettre son espoir de se distinguer de sa sœur, de ses frères et de tout ce monde de voyous qu'elle côtoie bien malgré elle. La jeune femme craint plus que tout d'être marquée du sceau infâme de la fleur de lys. C'est payé bien cher pour protéger Daniel. Lui murmure la petite voix égoïste. C'est une question d'honneur et de loyauté. Répond-elle intérieurement pour se consoler. À quelques toises de la maison de l'intendant, Jean se rapproche de sa femme et lui murmure quelque chose à l'oreille. Celle-ci acquiesce du chef avant de Acquis. se C'est tourner. pas acquise. Non, c'est acquiesce, je En pense. tout cas. Du chef avant de se tourner vers sa fille cadette. Tout ira bien. La rassure-t-elle. Relevant la tête, Charlotte lance un regard furibond à l'auteur de ses soucis, surgissant de derrière une redoute. Une cohorte de militaires s'avance vers eux, avant de se diriger d'un pas cadencé vers la place d'armes où ils feront leur chemin de ronde quotidienne. Parmi ceux-ci, Charlotte reconnaît Martial et ses deux complices. À cette apparition, la jeune femme en suffoque presque de colère. Martial aussi l'a aperçue et lui sourit moqueur. Le sang de Charlotte ne fait qu'un tour et elle se mord les lèvres afin de ne pas crier les injures qui roulent dans sa gorge en feu. Elle ne veut pas faire des Hey, il faut vraiment. silence. Hey, attends, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Continue, mais j'aille aux toilettes. Je vais me dépêcher, en tout cas. Et surtout, elle doit garder sa dignité. La jeune femme refoule donc les propres haineux qui l'étouffent, relève le menton et adopte un air détaché et hautain. C'est ainsi qu'elle pénètre dans... Chapitre 13. La surprise. Assise par terre dans un coin de la cellule, les genoux coincés entre ses bras croisés, Charlotte rumine sa colère. Ne fais pas cette tête-là. Je devrais rire, peut-être. Ton père m'a assuré qu'il va tout faire pour nous sortir de cette impasse. Commandant, il va tenter d'user de son droit de veto pour au moins nous éviter le carcan. Le carcan? Le cri de Charlotte résonne en écho sur les murs de la prison. Mais tais-toi donc! Tu veux nous faire remarquer davantage?
Une tranquillité passagère reprend ses assises dans la cellule où une humidité malsaine persiste malgré la chaleur de ce début d'été. C'est la punition que l'on donne aux gens coupables de recel, explique encore Marie, assise sur le bord d'une couchette rustique. Et la fleur de lys, s'inquiète Charlotte, qui s'est levée et arpente maintenant la cellule de long à large. On ne manque pas la fleur de lys pour un si petit lacrin. Qu'en sais-tu? Je le sais, un point, c'est tout. Alors, que va-t-il nous arriver? Je te l'ai dit. Ton père va plaider en notre faveur et fera tout en son possible pour éviter de nous infliger lui-même un châtiment exemplaire. Tu vois ça d'ici, toi, le bourreau qui met sa femme et sa fille au carcan? Nous serions assurément la risée de toute la ville. Nous n'aurons pas besoin de cette affaire pour nous faire remarquer encore plus, ajoute Charlotte qui joue nerveusement avec le bord de sa jupe. Elle retourne s'asseoir à l'endroit qu'elle a quitté quelques minutes auparavant et adopte la même position et la même attitude bougonne. J'ai peur, annonce-t-elle tout bas. Aie confiance à ton père, la rassure Marie sur un ton compatissant. À nouveau, le calme s'étire dans le calme saturé d'humidité. Tu les as vus? Demande Charlotte. Qui? Martial et ses complices. Nous les avons croisés près de la redoute. Ils doivent avoir peur que nous les incriminons, murmure Marie, songeuse. Ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eue lorsque Martial m'a souri. Il t'a souri? Maman, j'ai bien peur que ce soit lui qui nous ait dénoncés, affirme Charlotte. Pourquoi aurait-il fait cela? Charlotte hésite un instant. Peut-elle raconter à sa mère l'échauffourée qui a lieu sur les remparts sans rapporter son refus aux avances de ce Martial? Sans nom au plus parler de la rive qui a suivi, donnant l'avantage à Daniel Bouet et infligeant à Martial une cuisante défaite. Comment ne pas comprendre alors que ce soldat a probablement manigancé ce complot pour se venger d'elle? Tout sera donc de ma faute, pense-t-elle. La fille du bureau comprend soudain qu'elle est, à coup sûr, devenue le bouc émissaire de ce jeune militaire qui lui fait maintenant payer chèvrement sa double déconvenue. Le cliquetis des clés insérées dans la serrure la fait sursauter. C'est l'heure, annonce la garde qui, accompagnée d'un de ses collègues, apparaît dans l'encadrement. L'heure de quoi? Demande Marie qui affiche un air inquiet. On vous attend dans la salle du procès. Déjà? Marie lance à sa fille un regard qui en dit long sur son appréhension. Est-ce que Jean est là? Demande-t-elle encore en tournant la tête vers le geôlier qui fait valser ses clés entre ses doigts aux ongles crasseux. Oui. Rassurée, Marie quitte la cellule escortée de l'autre garde. Charlotte se lève à son tour et sort de la pièce le regard attendri du geôlier. Ce dernier connaît la jeune femme depuis longtemps. Ne t'en fais pas, Charlotte, tu iras bien, la rassure-t-il en posant une main apaisante sur l'épaule de la fille du bureau. De chaque côté du corridor s'alignent des cellules dans lesquelles, repliées sur les couchettes de fortune des repris de justice, des vagabonds des ivornes sont venus finir la nuit. Venant en sens inverse, après la lecture, est-ce que tu vas... Jérémy, peut-être un peu. Des vagabonds des ivornes sont venus finir la nuit. Venant en sens inverse, un garde s'approche du geôlier et lui donne un ordre bref à l'oreille. Ce dernier acquise avant de se tourner vers Charlotte qui attend. Reste ici, j'en n'ai que pour quelques secondes. Le gardien de prison se dirige vers une porte de bois munie d'une meurtrière située sur sa gauche, se penche et jette un coup d'œil à l'intérieur de la pièce avant de chercher une clé qu'il insère aussitôt dans la serrure. Allons, debout, tu es libre. Il n'y aura pas de règlement à l'extraordinaire puisque les plaignantes se sont désistées, lance-t-il haut et fort à l'occupant de la cellule. Dans un état second, Charlotte fixe le mur devant elle, essayant d'imaginer comment cette journée va se terminer,
quand sa sœur apparaît soudain à son champ de vision. Les cheveux en broussailles et le teint blême, cette dernière offre l'image la plus pitoyable de la déchéance humaine. Va, tu es libre, annonce le garde à l'intention de Marguerite qui lui sourit, benoîte. Ce sourire mielleux fait naître en Charlotte une colère si intense que la jeune femme ne peut réprimer un cri. Toi! Interpellée de la sorte, Marguerite sursaute et tourne vers sa cadette un regard hagard. Et tabarnak, regard hagard. Et des beaux mots. Sale putaine sans cervelle! C'est à cause de toi que je suis ici. À cause de toi que le déshonneur tombe sur toute notre famille. Tu devrais avoir honte. Je te déteste! Désolé. Affichant un air insolent, la fille aînée de la famille, poing sur les hanches, défie à Benjamin en souriant. Ce n'est pas de ma faute si tu te trouves dans ce pétrin, réplique sa sœur aînée. Tu n'avais qu'à se méfier de Martial. Comment sais-tu cela? Les gardes m'ont raconté. Elle fait une pause et lance un regard en coin à celui qui se tient près d'elle. Martial est un coquin. Tout le monde le sait. Même si on raconte qu'il est vilain, moi qui le connais bien, c'est qu'il n'a voulu rire un peu. Rire un peu et c'est un sale militaire sans jugeote comme toi. Prenant le soldat à témoin, Marguerite rétorque. Voyez-vous ça? Elle me fait la morale maintenant? Lance-t-elle, narquoise. Charlotte dévisage cette sœur qu'elle n'a jamais aimée. De toute manière, même lorsqu'elle était petite, Marguerite ne lui a démontré aucune affection. Trop occupée qu'elle était à se saouler ou encore à recevoir ses amants à la maison, sous le regard désapprobateur de son père. Mariée ou pas, son aîné avait toujours fait à sa tête et vécu comme elle l'entendait ici, comme en France d'ailleurs. Charlotte en était certaine. Je te fais la morale parce que je ne serai jamais comme toi. Oh non, que non, je serai tout sauf comme toi. Je le jure. Ne jure pas, tu feras peut-être pire. Toujours escortée par le soldat de la garde, Marguerite s'approche de sa cadette, désolé, et se penche un peu avant de lui chuchoter à l'oreille. Au moins moi, je ne suis pas une voleuse. Il n'en faut pas plus pour que Charlotte, hors d'elle-même et toute griffe d'or, se rue sur la source de ses multiples ennuis. Dans cette lutte, c'est le mépris qu'elle voue à cette sœur dénaturée qui la guillonne. Aïe! Gémit Marguerite qui cherche à éviter les coups de Charlotte. Faisant la sourde oreille à ses plaintes, celle-ci lui arrache une poignée de cheveux avant de lui lacérer la peau du cou de ses ongles. Le geôlier tente de maîtriser la jeune furie, mais Charlotte lui donne un coup de coude dans les côtes. Appelés en renfort, deux gardes surgissent dans le corridor et tentent de maîtriser Charlotte qui se débat toujours. Je vais t'arracher les yeux, espèce de... Pas vite! Conseille le geôlier à Marguerite qui obtempère sans demander son reste. Pendant ce temps, Charlotte essaie de se soustraire à la poigne des archers. Lâchez-moi! Positionne-t-elle au visage des officiers qui la retiennent tant bien que mal. Tout doux, calme-toi, on t'attend pour commencer le procès. La phrase a sur Charlotte l'effet d'une douche froide. La jeune femme inspire profondément pour calmer les battements effrénés de son cœur. Résignée, encadrée des deux militaires, Charlotte suit le geôlier qui l'entraîne dans la petite salle d'interrogatoire où sa mère attend, assise sur une chaise bancale et les mains croisées sur sa jupe. En prenant place à ses côtés, Charlotte prit le ciel en jetant un regard en un coin à l'officier de justice, assis derrière la petite table et dont le visage est à moitié caché par les feuilles de papier qu'il brandit devant lui. Faites que cet officier soit un homme de bonne foi, clément et magnanime, prit-elle encore. Lorsque l'officier abaisse enfin les manuscrits, Charlotte reconnaît avec stupéfaction le gentilhomme de Montreuil.